Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à un AMI lancé par la DIRM NAMO sur les usages partagés des aides à la navigation. On va se donner peut-être encore 1 ou 2 minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Je vais juste me présenter succinctement. Donc, je suis en charge du business développement au sein du pôle mer Bretagne-Atlantique. Et donc, j'ai la charge d'animer ce webinaire et d'être le gardien du temps jusqu'à midi. L'idée de cette séquence aujourd'hui, c'est de vous partager des informations concernant cette AMI qui est vraiment une opération inédite portée par la DIRM et avec le soutien du pôle mer Bretagne-Atlantique, qui est le fruit on va dire, d'un travail collectif depuis quelques temps. Et donc, Éric Vasseur et Jean-François Mion pourront nous en dire un peu plus par la suite et surtout répondre à toutes vos questions. Donc, effectivement, nous accueillons Éric Vasseur, qui est le directeur interrégional adjoint de la DIRM-NAMO, donc direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest. Voilà, c'est un acronyme qui vous faudra, avec lequel il vous faudra vous familiariser. Et puis Jean-François Mion, qui est adjoint au chef du service infrastructure et équipement de sécurité maritime, donc voilà, qui connaît parfaitement le sujet dont on va parler ce matin. Va nous rejoindre dès qu'elle aura pu se connecter, je l'espère, Claire de Nomazy, qui est professeure à l'École nationale de voile à Quiberon et qui est également chargé de mission pour le projet Wind Morbihan. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser Eric présenter la DIRM. Juste vous rappeler comme le menu de la matinée. Eric nous fera donc un topo sur la DIRM. Et Jean-François donc rentrera plus en détail sur le contenu, le détail de l'AMI. Claire de Nomazy nous fera une illustration pratique avec le portail Wind Morbihan et puis on gardera une grande partie du temps pour répondre à vos questions. Voilà. Eric, je te laisse la main pour présenter en 2 mots la DIRM NAMO. Donc, bonjour à tout le monde. Éric Vassor, donc directeur adjoint à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, il y aura une interro sur le nom après. Qu'est-ce que c'est que la DIRM NAMO? En fait, les directions interrégionales de la mer, il y en a 4 en France, plus des directions de la mer dans les DOM-TOM. Et ces DIRM sont des services, des représentations territoriales du ministère et de la partie du ministère en charge de la mer et du développement. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la DIRM NAMO? On s'occupe en gros de tout ce qui est maritime, en dehors de ce que font les militaires et la marine. Donc, on forme des gens au métier de la mer, avec les lycées maritimes, donc on forme les marins. On s'assure de la sécurité des activités maritimes, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. On coordonne le développement des usages du milieu marin, donc tout ce qui est éolienne, on participe au plan de savoir où est-ce qu'on installe les éoliennes, où est-ce qu'on installe et comment on développe des activités maritimes, pêche, aquaculture, etc. Et on contrôle ces activités maritimes avec 2 patrouilleurs des affaires maritimes et on coordonne aussi jusqu'à présent, et ça va changer un petit peu très bientôt, on coordonne les contrôles des pêches et les contrôles sur l'environnement. Donc vous voyez, il y a 2 cartes qui définissent. La première carte en haut à gauche montre les 4 DIRM. Alors la Méditerranée est cachée, c'est pas par méchanceté, c'est parce que l'autre carte est passée par-dessus avec toutes nos implantations. Donc vous voyez que la DIRM NAMO part de Saint-Malo et s'arrête au Sable d'Olonne au sud.
nous avons un peu plus de 20 implantations le long du littoral avec les différents métiers que j'ai développés tout à l'heure. Jean-François, pour toi, c'est le pôle mer après, je crois. Ouais. Oui, tout à fait. Merci Eric. Deux mots sur le pôle mer Bretagne Atlantique et pourquoi nous sommes associés sur cette initiative. Aujourd'hui, hein, donc le pôle a vocation, bien sûr, à continuer à accompagner la croissance bleue du territoire breton et Loire-Atlantique et Pays de la Loire, je vais y arriver. Et donc, les AMI font partie des sujets qui permettent de faire sortir des projets entre nos adhérents. Aujourd'hui, donc, vous avez là les quelques chiffres qui donnent la trajectoire du pôle depuis sa création en 2005. Donc, c'est plus de près de 600 projets. C'est un chiffre qu'on a dépassé, bien sûr, depuis. Ça représente quand même 1,888 milliard de total d'investissement en R&D. Et sur ce montant-là, donc plus de 652 millions d'euros ont été mobilisés auprès des différents financements publics. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet levier. Hein, pour 1 euro d'investissement public, finalement, il y a 3 euros d'investissement privé qui sont mobilisés derrière. Et ceci auprès des 450 adhérents que fédère le pôle aujourd'hui, majoritairement des PME, mais également des grands groupes, des organisations professionnelles et puis bien sûr des acteurs académiques et du monde de la recherche. Et donc, le sujet porté à travers l'AMI, hein, donc sur les aides à la navigation, les usages partagés, finalement, on le retrouve assez facilement sur les 6 domaines d'action stratégique sur lesquels le pôle on va dire, organise son action. Et donc, voilà, ça nous paraît vraiment très intéressant. Comme je l'ai dit en introduction, hein, c'est un travail qui n'existe sur aucune autre DIRM en France, de pouvoir proposer cette opportunité à la communauté des adhérents du pôle mer Bretagne Atlantique. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais donc vous avez un petit bouton questions en haut à droite, donc n'hésitez pas tout au long de la présentation d'Éric, de Jean-François et de Claire qui nous a rejoints pour voilà, poser vos questions. On les traitera à la fin de la séquence. Voilà, je passe la parole à Éric, je pense, toujours. Donc, je vais rallumer mon micro, voilà, c'est mieux. Comme je le disais tout à l'heure, on s'occupe en particulier de sécurité maritime, hein, parmi les activités de la DIRM. Mais la sécurité maritime, ça commence, comme on l'a signalé tout à l'heure, par la formation des marins. Ensuite, on a des services de santé des gens de mer où on vérifie que les marins sont bien aptes à naviguer. Ensuite, on a un contrôle de sécurité des navires qui va vérifier que les navires sont en capacité de naviguer. C'est un peu le contrôle technique des navires. Je garde les phares et balises, entre guillemets, pour la fin. Donc, si une fois que le marin est en navigation, il est surveillé par les crosses avec les systèmes de surveillance de la navigation intégrés aux 2 crosses en DIRM Namo, Etel et Corsen. Si jamais il y a des problèmes, les crosses aussi peuvent organiser les secours. S'il y a des pollutions, les crosses organisent la surveillance et le contrôle des pollutions. Et enfin, si la pollution arrive à terre, nous avons les systèmes Polmar terre qui permettent de récupérer les pollutions une fois qu'elles sont, qui permettent. On participe à la récupération des pollutions à terre en fournissant le matériel aux collectivités territoriales. Ce qui nous intéresse ici, c'est une partie, une fois que le marin a un navire en état et que le marin est en bonne santé, il faut qu'il puisse aller en mer et se positionner, se diriger, et on lui fournit aussi des indications sur les dangers existants. Donc c'est ce qu'on appelle le balisage, qui est quelque chose qui est normé au niveau international, puisqu'il faut que le marin chinois qui ne connaît pas du tout le secteur puisse naviguer en sécurité. Donc en fait, il a une carte, il regarde dehors ce qui se passe,
la carte électronique ou papier, on s'en fout à ce stade-là. Et il faut que le marin voit sur la mer les objets à l'endroit qu'il a repéré sur sa carte. Donc ça va lui permettre de se positionner et de se repérer dans sa navigation. Comment on rend ce service? C'est un système d'objets en mer qui sont relativement proches de la côte. On ne s'intéresse pas à la pleine mer à ce stade-là. Ce sont des objets qui apparaissent sur les cartes. Donc là, vous avez deux exemples. Donc il y a toute une normalisation. Et dans la réalité, c'est la diapo suivante. Il y a deux, trois photos. Donc, diapo suivante. Voilà. Donc, comment on fait pour que le marin puisse se repérer? On lui fournit... Non, c'était celle d'avant. Oui, Ça va trop vite. Voilà. c'est bon. Pour que le marin puisse se repérer, en fait, les objets sont décrits sur les cartes et ils ont des caractéristiques propres que l'on peut voir. Alors là, ce sont des exemples. Alors, vous avez en bas à gauche des bouées de balisage qui sont réparties tout le long de la côte. Vous avez en haut des phares que tout le monde connaît, qui ne sont pas que des objets de patrimoine, mais qui ont une réelle utilité d'un point de vue sécurité maritime, qui sont généralement allumés. Alors les bouées elles peuvent être allumées ou pas, les phares le sont toujours. Et vous avez des tourelles qui sont allumées ou pas. Et donc les tourelles, elles aussi, sont positionnées sur la carte de manière très précise. Et on a un code couleur en fait qui permet aux marins de se positionner. Alors, en quoi ça nous intéresse? Donc, c'est la diapo suivante. Euh, ces objets, en fait, si on réfléchit bien, ils sont déjà en mer pour la plupart ou sur la proche côte. Et nous, qu'est-ce qui se passait? En fait, on avait beaucoup de sollicitations de centres de recherche, d'industriels, de labos, parfois d'associations, de collectivités territoriales qui voulaient faire développer des activités en mer ou sur le littoral. Et lorsque c'est en mer, ça se traduit souvent par la pose d'un truc en mer. Alors le truc, généralement, c'est les bouées, puisqu'en fait, c'est assez difficile de construire une tourelle, mais on peut très bien l'imaginer. Il y a eu des projets comme ça dans le passé. Et ils veulent rajouter un truc pour faire des mesures, pour faire leur activité. Donc jusqu'à présent, on a toujours répondu au coup par coup à ces sollicitations. Et en fait, si on met quelque chose en mer, ça devient un obstacle. Donc cet obstacle, il faut le baliser. Et il y a un moment, on se dit, on commence à marcher un petit peu sur la tête, on multiplie le nombre d'objets en mer, ça devient des obstacles à la navigation, alors qu'il existe déjà des objets qui sont destinés à la sécurité de la navigation. Donc, on va peut-être travailler avec ces gens qui nous demandent pour leur dire, utilisez si vous pouvez, dans certains cas, utilisez les bidules, on va les appeler des bidules à ce stade, qui sont déjà en mer. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, donc on le faisait au coup par coup. Et là, on a voulu un petit peu industrialiser le process, en disant, plutôt que d'attendre les sollicitations au coup par coup, on va lancer une consultation pour dire, voilà, on vous met à disposition un certain nombre d'objets, donc Jean-François vous décrira ça en détail, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce truc-là? Et donc, ce sera quelque chose qu'on refera régulièrement et qui va permettre en fait de partager ces ESN. Alors, donc, c'est une opportunité, en fait, c'est vous permettre de travailler avec des objets existants. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est offerte. Pourquoi nous, on peut le faire? C'est parce que les technologies évoluent, on a besoin de moins d'énergie qu'on en avait besoin d'avant, on a besoin de moins de place. Donc, en fait, on a des capacités qui ne pouvaient pas être offertes il y a une dizaine d'années encore sur les objets. On a nécessairement des questions de coût. Euh, on a quelque chose qui existe, on doit l'entretenir, ça a un coût pour le contribuable. Plus on est nombreux à utiliser le même objet, plus on partage ses coûts et plus ça a de sens en fait de garder cet objet parce qu'il va avoir plein d'usages.
Bon, limitation des objets en mer, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, à force de rajouter des trucs pour mesurer un tel, on multiplie les obstacles, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et on a aussi une forte sensibilité environnementale. Et là aussi, chaque objet qui est posé en mer, chaque objet qui est posé sur le littoral, ça a un impact environnemental. Et donc, à l'heure où on multiplie les usages du méritoire, on multiplie ces demandes de monitoring, on se dit, moins on en mettra, mieux le milieu se portera. Et donc, tous ces avantages nous ont amenés à dire, vraiment, on a tout intérêt collectivement à partager les objets que nous gérons déjà. Donc Jean-François va vous détailler l'appel à manifestation d'intérêt qui est lancé depuis quelques jours. Bonjour à tous. Je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu défaillante. J'espère que ça ne posera pas de problème de compréhension aujourd'hui. Donc cet appel à projet, pour comprendre l'esprit et préciser les propos d'Éric, c'est pas une mise en concurrence de projet. C'est une collecte pour aller vers une sélection. Donc il n'est pas question de vous mettre en concurrence, et de fait les critères dont on parlera tout à l'heure et que vous avez peut-être pu voir dans le règlement sont pas destinés à discriminer un projet plutôt qu'un autre. Donc c'est l'idée d'ouvrir les portes et de voir avec qui on est capable de travailler. Donc l'appel est constitué de deux principaux documents pour ceux qui ont pu aller voir sur le site du Polmer ou sur le site de la DIRB. C'est un règlement et un fichier de tableur qui comprend les aides à la navigation qu'on propose aux porteurs de projets. Ces aides, c'est une sélection des aides à la navigation en gestion à la DIRB NAMO, sur lesquelles les équipes opérationnelles ont considéré qu'elles étaient capables de collaborer avec un tiers. Donc on a fait une première sélection des aides sur lesquelles on pensait pouvoir travailler avec un tiers. Ces aides, ce sont, et cela restera avant tout, des objets de signalisation maritime. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre dans cet appel à manifestation d'intérêt. C'est que on a essayé d'être le plus clair possible dans le règlement, mais il y a un certain nombre de contraintes qui découlent du fait que ces objets sont des objets de signalisation maritime. Et l'usage qui pourrait être, l'usage complémentaire qui pourrait être développé sur ces objets ne doit pas entraver ces fonctions de signalisation maritime. Ces objets, les équipes opérationnelles des centres de balisage, elles y interviennent régulièrement, une à plusieurs fois par an en général. Et l'idée, ce n'est pas de positionner la DIRB NAMO comme un prestataire de service, comme une entreprise commerciale qui vendrait des services. Donc nous, ce qui va être important pour nous, c'est la recherche de synergie. Et comment les interventions qui sont nécessaires dans le cadre du projet qu'on sélectionne ou des projets qu'on sélectionnera pourront s'inscrire en synergie des interventions de maintenance préventive ou curative que les équipes de centre de balisage font. Donc, cette recherche de synergie avec les porteurs de projet, elle est très très importante pour nous. Et du coup, je bascule sur le dernier point, mais de fait, les différents échanges qu'on va avoir dans le cadre de la sélection des porteurs de projets et du conventionnement des projets, nous, on le voit comme une mise au point conjointe, dans l'objectif de déterminer ce qui est le plus intéressant pour le projet, mais aussi ce qui est acceptable pour nous en termes de contraintes de fonctionnement. En termes de conditions tarifaires, elles sont, je rentrerai un peu plus dans le détail si des questions sont posées par la suite, mais elles sont adaptatives, elles sont adaptées à l'entité avec laquelle on travaillera, à son statut, à son propos, et elles sont adaptées à la nature de l'occupation. Combien, qu'est-ce qu'on veut faire et combien d'aides. Donc c'est assez difficile d'être. Nous, ça nous a posé des soucis pour vous fournir une
idée très précise dans le règlement des montants qui seront impliqués. Globalement, on va de quelques centaines à quelques milliers d'euros annuellement, évidemment selon le volume, mais si ça vous intéresse tout à l'heure, je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails. Dans l'idée, c'est un dispositif qui est renouvelé annuellement. Donc, si votre projet n'est pas mûr, ou en tout cas, si on n'a pas été suffisamment clair pour vous, pour travailler ensemble en 2025, nous, on souhaite que le même type de consultation se déroule en 2026, en 2027. Donc, c'est l'idée d'une consultation annuelle pour nous. Voilà. Donc, en termes de timing, donc vous avez pu voir la consultation des projets, c'est jusqu'à mi-novembre. On ira jusqu'à mi-décembre pour indiquer aux porteurs de projets ceux avec lesquels on souhaite travailler. Et puis ensuite, on se garde un mois début 2026 pour finaliser le conventionnement qui nous permettra de lancer une coopération active. Donc, première volet de sélection et d'information aux candidats avant la fin de l'année et travail de conventionnement sur le début de l'année suivante, idéalement sur le mois de janvier. On a pensé qu'il était intéressant d'apporter un témoignage ici. C'est pour ça que Madame Denomazy est ici aujourd'hui et va vous parler d'un projet qui nous tient à cœur parce qu'on considère être très réussi et sur lequel on est, nous, assez contents et assez fiers de travailler avec l'École nationale de voile et de sport nautique. Claire, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Merci. Merci Eric, merci Jean-François, merci Sébastien pour ces présentations. Merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc l'idée, c'est de faire un court témoignage sur le dispositif WIN Morbihan, qui est coordonné par l'ENVSN, l'École nationale de voile et des sports nautiques, sous tutelle du ministère des Sports et du ministère de la Mer. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une plateforme web dédiée à tous les usagers de la mer, que ce soit des pratiquants des loisirs nautiques ou des professionnels. C'est un site météo le plus précis possible pour contribuer à la sécurité des usagers de la mer. Et aussi, le fait que les gens viennent sur cette plateforme, on en profite pour faire passer des messages à la fois de prévention et à la fois de sensibilisation à l'environnement. Alors, l'ADN de WIN Morbihan, c'est le temps réel. Si vous voulez bien passer la diapo, s'il vous plaît. Suivante. Merci beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, les modèles de prévision météo ont bien augmenté en fiabilité. Cependant, il reste toujours localement, temporairement, des situations où le vent va être plus fort que prévu. Et ça, bien évidemment, plus on prévient la personne qui va prendre la mer à l'avance, plus on a des chances qu'elle s'équipe en conséquence. Et l'idée, c'est de réduire les interventions de secours et l'accidentologie. Alors, le vent en temps réel, alors c'est facile à dire, par contre, c'est quand même très compliqué à faire. Outre les contraintes techniques de transmission dans un milieu, on va dire, hostile, la première contrainte, ça va être le choix d'implantation des capteurs. L'idéal pour nous, ce serait d'avoir un capteur vent au milieu du plan d'eau, sauf que ça, c'est des contraintes techniques et budgétaires qui sont trop importantes. Donc, rapidement, on s'est tourné vers les phares et balises pour avoir une mesure de vent au plus proche des plans d'eau et le moins déventé possible. On a reçu un très bon accueil de la DIRNAMO et des phares et balises. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on collabore. Donc, on commence à avoir une petite vie de collaboration, on va dire. Et on en profite pour remercier tous les services de la DIRNAMO qui ont été très facilitateurs, les différentes subdivisions des phares et balises avec qui on a travaillé et qui ont toujours nous ont toujours accompagnés dans un esprit très constructif et qui a permis à ce dispositif de voir le jour. De notre côté, nous, on a essayé d'être le plus rigoureux possible, de respecter les contraintes. Il y en a beaucoup.
et c'est normal de respecter les contraintes des différents ESM, des établissements de signalisation maritime, avec toujours cette idée en tête, et Jean-François l'a rappelé, la priorité c'est la signalisation maritime. Donc on a la chance d'être accueillis sur les ESM, mais on a toujours en tête cette idée, la priorité reste la signalisation. On a essayé aussi de travailler un esprit de synergie, comme l'a dit Jean-François. Par exemple, on a mis nos bateaux à disposition parfois pour faire des contrôles des ESM en commun, de façon, encore une fois, d'utiliser le moins de moyens possible, ne serait-ce qu'en déplacement nautique, pour aller contrôler les phares en mer. Ça nous a permis vraiment de construire le socle de notre dispositif, Wind Morbihan, et puis on a pu l'ouvrir là depuis cet été à toute la Bretagne Sud, de la Cornouaille et la Loire-Atlantique, ce qui fait qu'aujourd'hui on a en gros 25 capteurs qui fonctionnent en temps réel et qui informent les usagers de la mer sur les conditions sur le plan d'eau. Environ la moitié de ces capteurs sont accueillis sur les ESM. Ça nous a permis de développer plus loin le dispositif. Donc ça, c'est la diapositive suivante. Et on a enrichi la plateforme avec des informations météo, notamment avec de l'open data de Météo France, avec des prévisions de vent et de vagues. On peut superposer les calques qui permettent en un coup d'œil de voir si le modèle de prévision est calé ou pas, est-ce que le vent est plus fort que prévu, ou est-ce qu'on est bien dans les prévisions. On a aussi beaucoup travaillé sur l'ergonomie du site, avec cette idée qu'en un coup d'œil, les gens peuvent se dire aujourd'hui, je peux sortir, je ne peux pas sortir, ou en tous les cas, je me prépare aux conditions réelles qu'il y a sur le plan d'eau. Ce qui fait que on est toujours très fiers de présenter notre courbe de fréquentation. Alors, c'est la diapositive suivante. Uniquement sur le Morbihan, aujourd'hui, on a 1 700 000 visites. Juste pour vous montrer que c'est vraiment un site qui sert à tout le monde, à tous les usagers de la mer. Quand on regarde les retours sur Internet, il est plébiscité pour un site clair et simple, avec des informations fiables, parce que justement, c'est grâce au partenariat avec la DIRNAMO, on peut avoir des mesures vraiment de qualité et représentatives du plan d'eau. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel en termes de sécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que le site c'est vraiment un service public qui sert un maximum de personnes. Ça sert vraiment tous les usagers de la mer. C'est vrai qu'au départ, nous, on s'est centré vraiment sur les pratiquants du nautisme, puisque c'est nos missions à l'École nationale. Mais on se rend compte qu'aussi les professionnels l'utilisent. Alors, les navires à passagers, on l'a bien vu quand le capteur de la TNews est tombé en panne, ils nous sollicitaient régulièrement pour savoir quand est-ce qu'on allait remettre le capteur de la TNews. Les ostréiculteurs aussi, qui ont les mêmes problématiques que tout le monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler par certaines plages de vent. Parfois, on est en limite de plage et le temps réel permet de dire oui, aujourd'hui, je peux prendre ma plate, aller me déplacer et travailler sur mon parc ou non. Les secours, le CROSS-A, le CROSS-ETEL utilisent Wind Morbihan, on en a pas mal discuté avec eux. Ils ont très envie qu'on développe encore le site et qu'on maille globalement petit à petit tout l'Atlantique. La SNSM, bien sûr, qui est partenaire du projet. Donc, encore une fois, on remercie vraiment la DIRNAMO qui nous a accepté le socle de cette plateforme. On voit que c'est utilisé et ça nous fait grand plaisir parce que c'est beaucoup de travail. On a pu l'étendre là récemment à la Bretagne Sud et on a l'objectif toujours de continuer l'extension en Atlantique, en Manche et là, on travaille sur un projet en Méditerranée. Voilà pour un témoignage rapide, je rends la parole. Merci Claire, c'était précis et puis effectivement une belle illustration de ce qu'on peut imaginer faire et produire. Alors dans le cas
de Win-Morbihan, d'un service dédié aux usagers, mais donc il y a aussi beaucoup d'autres usages. Et donc c'est vraiment voilà l'objectif de cette AMI. Je vous ai mis le lien, comment dire, dans la conversation pour accéder au règlement ainsi qu'au dossier de candidature. Et puis, je vous propose donc d'ouvrir la partie questions-réponses. Comme on n'est pas trop nombreux, je vous propose d'ouvrir les micros de tout le monde dès que j'y arrive. Je vois déjà juste une question de Maxime Bellorge pour Claire, demandant comment le projet Win-Morbihan est-il financé? Oui, c'est une bonne question. On a fait le choix dès le début de s'inscrire dans une mission de service public et donc à ce titre, on a dès le début voulu garder la gratuité du site. Et en même temps, on a fait le choix de la qualité de la mesure parce qu'on voulait vraiment donné une bonne information aux usagers de la mer. Donc évidemment, c'est pas simple parce qu'on est sur des projets coûteux qu'on veut rendre gratuits. Donc la question du financement, elle est entière. Il y a plusieurs réponses pour toute la partie. En fait, on a énormément de partenaires. Hein, vous pouvez aller voir sur le site winmorbihan.com. On a des partenaires, beaucoup de partenaires publics qui nous ont permis de déployer le dispositif. Ainsi que des partenaires territoriaux. Alors les partenaires publics, il y a nos ministères de tutelle, hein, et notamment le ministère de la Mer, qui, par le biais du FIM, du Fonds d'intervention de la mer, nous a permis de faire la première extension. On a des partenaires territoriaux, comme les départements du Morbihan, qui nous a permis d'initier le projet. On a aussi des partenaires territoriaux en Loire-Atlantique et en Cornouailles. Les ports de plaisance aussi nous ont bien investi dans le projet. Alors j'ai peur d'en oublier, hein, mais voilà globalement sur l'investissement. Et puis sur la maintenance, comme on veut que ça reste gratuit, l'idée c'est de ne pas perdre trop d'argent. Et là, on a quelques annonceurs que vous voyez en bas du site Win-Morbihan, je peux te mettre le lien là, qui nous permettent, on ne va pas dire d'équilibrer le budget parce qu'on n'a pas encore vraiment réussi, mais de voilà, de ne pas perdre trop d'argent pour que ça soit pérenne. C'est vraiment l'objectif, hein, que le dispositif reste pérenne. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moi aussi, je pense, Claire, que c'est effectivement merci pour le partage du lien winmorbihan.com, effectivement, propre à l'application que vous avez développée avec l'École nationale de voile et des sports nautiques, et donc qui a vocation à servir plus largement la communauté maritime. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, hein. Logiquement, vous avez la possibilité de le faire ou par écrit si vous préférez. Jean-François et Eric sont là pour cela. Peut-être, Jean-François, revenir sur un point que tu as abordé, mais peut-être pas en profondeur, sur effectivement, il y aura une partie, comment dire, rétribution, alors, ce n'est pas le terme exact, mais qui figure dans le règlement. L'idée, encore une fois, ça fait un peu le lien avec ce qui est concerné Win-Morbihan, pour vous, c'est simplement d'amortir les éventuels surcoûts occasionnés par l'installation d'équipements sur des aides à la navigation. Est-ce que tu peux repréciser un peu ce point? Les coûts, enfin les conditions de participation et d'utilisation des aides, elles sont de deux natures. Une partie qui est domaniale, donc qui est captée et reversée et qui va dans le budget de l'État, qui est lié à l'utilisation du domaine public.
partie-là, elle est liée à la nature, on va dire, entrepreneuriale et lucrative de l'activité. Je vais vous donner un petit peu des exemples, parce que je me suis dit que l'important, c'était que ce soit parlant. Et puis, une partie qui est liée au coût entraîné par l'utilisation des moyens de la Dynamo. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment important de le marteler, de le rappeler, nous, de trouver des synergies. On n'est pas une entreprise de travaux en mer. Et donc, on ne vend pas du temps de travail navire. L'objectif, c'est d'arriver à caler des modalités d'entretien avec des interventions de maintenance. Pour autant, on peut tout à fait comprendre qu'un partenaire de projet, il a besoin parfois de manière imprévue, pas forcément en cohérence avec nos interventions à nous, d'intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on a joint à la consultation ce qu'on appelle nos coûts d'exploitation, qui sont quand on travaille pour, par exemple, un port qui souhaite mettre du balisage dans son environnement ou baliser son chenal, eh bien, nous, on lui facture l'entretien de ce balisage en temps agent, en temps navire, en fourniture. Et c'est ces coûts-là qui ont été mis si un partenaire il a des impératifs et il a besoin d'intervention, c'est une manière d'afficher ce que ça pourrait lui coûter en travaillant avec nous. Quelques repères. Déjà, le projet Wind Morbihan, le NSVSN étant un établissement public, la mission étant de service public, son occupation, elle se fait à titre gratuit. Je parle bien des frais d'occupation. Le NSVSN ne paye rien pour poser des équipements sur le domaine public maritime. Un autre exemple, le phare de Saint-Mathieu. Le phare de Saint-Mathieu, à la pointe Finistère, il est utilisé par la communauté, donc il est ouvert au public sous l'organisation de la communauté de Tiroise, qui a une boutique. Eh bien, les conditions d'occupation du lieu et d'utilisation du lieu pour lui permettre de développer une activité commerciale, c'est 1 356 € par an, plus 3% de son chiffre d'affaires. C'est ce qu'il y a dans la convention qui nous dit. Une société qui nous a contactés en 2022 pour faire un tournage sur ce même site, on lui a facturé 170 € la journée de tournage. Ça, c'est pour vous donner un petit peu des ordres d'idées. Le Muséum national d'histoire naturelle, qui a déployé un réseau de capteurs pour des projets de dérisquage de parcs éoliens en mer, ça quitte toujours, parce que je crois que ces capteurs sont toujours en place, d'une redevance de 300 € par site à terre annuel et de TTC, et de 400 € par site 400 € annuels par site en mer. Et puis, des prestations qui sont facturables pour les interventions, comme ce que je vous disais. Donc ça, c'est pour vous permettre d'avoir un peu un ordre d'idée sur le... J'espère que c'est plus clair et plus repérant. Oui, merci Jean-François. Effectivement, donc repréciser comme l'esprit de l'AMI qui est de vraiment partager ses usages, mais pour vous, l'idée, c'est pas bien sûr que ça représente une charge supplémentaire, mais pas non plus une source de profit. Voilà. C'est vraiment un service inédit qui est proposé. Il y a une question de Eric de Volboc sur peut-être pour Claire, je ne sais pas, ou pour Eric ou Jean-François. Envisagez-vous également de mettre à jour Navenco pour unifier les nouveaux outils en les rendant accessibles à tous? Alors, je n'ai pas mettre à jour Navenco pour faire entrer Wind Morbihan dedans, ou pas compris la question là. Alors, pour unifier les nouveaux outils et les rendre accessibles à tous, c'est la question d'Eric. Eric, si vous voulez peut-être allumer votre micro. Oui, bonjour. Oui, c'est bien ça. C'est pour ajouter la fonction vent dans Navenco. Donc, c'est plutôt une question pour Claire. Ouais.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce sont deux plateformes différentes. Un Navenco, c'est d'abord une appli. Toutes les couches environnementales de Navenco sont intégrées dans Wind. Hein, dans le menu, vous pouvez aller voir, hein, il y a tous les calques biodiversité. De notre côté, on continue à travailler avec l'OFB pour enrichir ces calques sur l'environnement. Avec encore une fois, l'intérêt de Wind, c'est que les gens se connectent régulièrement. Et donc, on espère que, on se dit comme ça, plus on les avertit sur la biodiversité, plus ils sont au courant, et on espère qu'ils seront plus sensibles au respect de notre environnement à tous. Donc, on travaille en collaboration avec Naveco, notamment sur ces couches, et avec l'OFB, sur ces couches environnementales. Est-ce qu'un jour, ces outils seront unifiés? Ça a du sens, hein, mais on n'en est pas là aujourd'hui, quoi. Il y a un vrai ADN temps réel sur WinMorbihan qu'il n'y a pas sur Naveco, quoi. Merci Claire. Est-ce que Eric, c'est bon pour vous? Ça répond à la question? Moi, l'intérêt que je verrais en croisant les deux informations, c'est d'avoir accès aux AVIRNAV et aux AVINAV, soit dans WinMorbihan, soit de faire le lien entre les deux. En fait, c'est au niveau des avis urgents au navigateur que l'information est intéressante. Alors, ça, c'est dans les cartons. Effectivement, hein, c'est des idées qu'on a à terme, de pouvoir enrichir les différents calques Wind avec les AVIRNAV, avec de la réglementation. Mais on voudrait garder l'esprit Wind, à savoir quelque chose de très ergonomique, et c'est-à-dire que les gens puissent vraiment facilement avoir, on voudrait prémâcher l'information pour que les gens, ce qu'on a fait sur la partie météo, pouvoir le faire aussi sur la partie réglementation. C'est-à-dire que les retours qu'on a aujourd'hui sur Naveco, c'est qu'il y en a trop en termes de réglementation, et on voudrait arriver à faire quelque chose de plus digeste. Et pareil, pouvoir mettre les AVIRNAV, évidemment, ça a du sens. Mais alors, voilà, je vous dis, c'est dans les cartons, mais on a beaucoup de choses dans les cartons. Donc, vous attendez pas à ce que le mois prochain, on verra qu'on voit les AVIRNAV sur Wind. Merci Claire. Peut-être un point, alors je vois qu'il y a encore une autre question. Hop. Une question plutôt, vous avez sur le site, donc le lien, je vous ai indiqué la liste des aides à la navigation. Donc, c'est quasiment 600 aides à la navigation qui sont proposées. Et bien entendu, peut-être Eric ou Jean-François préciser que vous pouvez aussi accompagner les candidats à définir, parce que le choix est vaste. Vous avez, vous, la connaissance des particularités de chaque aide à la navigation? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un point important. Bon, il faut bien partir de quelque chose. Donc, comme l'a expliqué Jean-François tout à l'heure, c'est un travail qui a été fait avec les divisions phares et balises pour identifier a priori quelles étaient les aides à la navigation les plus facilement partageables. Dans la pratique, s'il s'avère que pour un projet donné, il y a un étabbissement de signalisation maritime que vous avez repéré et qui répondrait mieux à vos besoins, bien évidemment, ça peut être regardé. Je dis ça peut être un ensemble. Donc, comme l'a expliqué Jean-François tout à l'heure, on va vraiment rentrer là à partir du moment où les principes même des projets vont être arrêtés. On va rentrer dans de la mise au point, et cette mise au point, tout est ouvert. L'idée, c'est vraiment de rester au maximum. Ça a été identifié aussi lorsque les questions sur la tarification ont été posées. C'est de rester au mieux dans quelque chose qui soit un intérêt collectif, un intérêt lié au service public, mais on a aussi des développements
industriels qui sont purement qui ne sont pas du service public, avec qui on travaille, hein, il n'y a pas de tabou non plus. Et je veux dire, quand on répondait jusqu'à présent au cas par cas, ben, les gens venaient avec leur idée et l'établissement de signalisation maritime qu'ils souhaitaient utiliser. Hein, donc cette démarche n'est pas abandonnée dans le cadre de l'AMI, et effectivement, on peut être passé à côté de quelque chose qui est intéressant. Par contre, comme l'a dit Jean-François aussi, c'est tout d'abord des ESN, et dans un certain nombre de cas, c'est tout juste pas possible, parce qu'il y a de telles contraintes au niveau de la sécurité maritime, ou au niveau des accès, ou au niveau, etc., qu'il y a des projets que nous ne souhaitons pas voir réalisés à ce stade. Et justement, peut-être, Eric, préciser s'il y a des domaines d'ores et déjà qui sont exclus, enfin, que vous avez laissé ces activités que vous ne souhaitez pas voir installées. Alors pas a priori. On est plus gêné lorsqu'il y a par exemple, si une activité demande un accès trop fréquent aux établissements de signalisation maritime par des équipes spécialisées, parce que en fait nos équipes sont rompues à l'accès sur certains ESM. Il ne faut pas croire que n'importe qui va pouvoir y aller. D'abord, c'est interdit, mais en plus, ça peut être dangereux. Donc, si jamais je parle des ESM en mer particulièrement, si jamais le projet nécessite, j'ai une connerie, hein, un accès quotidien, je pense que ça va être compliqué quand même. Parce qu'il y a un moment, nos équipes, ils ont quand même un métier, hein, et comme l'a dit Jean-François, c'est quelque chose qui doit être un peu un usage d'opportunité. Ça existe, il y a des accès qui sont déjà existants. En fait, pendant qu'on est sur place, on peut faire autre chose. Ça, c'est pas complètement déconnant. Par contre, y aller exprès, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que on n'a pas des moyens infinis, et comme ça a été rappelé, on n'est pas là pour vendre de la prestation de transport ou de je ne sais quoi sur les ESM. Donc, on va parler de discrétion ou de sobriété de l'objet. C'est le coût marginal en fait du bidule qui va être mis sur l'autre bidule, il doit être assez faible pour nous en tous les cas. Et l'idée, c'est vraiment de partager. Et en fait, un partage, s'il devient trop compliqué d'un côté ou de l'autre, c'est plus du partage, ça devient une prestation à part entière. Et on n'est pas là-dedans. Ok, très bien. Jean-François, tu veux compléter peut-être? Oui, j'allais dire, mais je n'ai pas vu de représentants des opérateurs téléphoniques dans la liste des participants, ou alors ils sont déguisés. Mais l'idée, c'était de pas, parce qu'on a des sollicitations, on a des sites qui sont équipés de matériel de télécommunication pour les antennes relais. L'idée, c'est de ne pas les traiter ici, de ne pas les traiter par l'intermédiaire de cet appel à projet. Bien clair, ok. Après, on est DIRM, on est sur des objets sécurité maritime, donc évidemment, les projets qui seraient plus maritimes auront notre préférence, mais là aussi, c'est pas un tabou. L'idée de la MI, c'est génial, c'est pour ça qu'on s'est rapproché du Polmer, c'est vraiment de faire émerger des trucs auxquels on n'a pas pensé avant. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin d'un AMI, je veux dire. Donc, voilà, de renouveler ce que Claire de Nomazy a initié il y a maintenant quelques années avec voilà. Win Morbihan. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Sinon, je vous propose d'en rester là. Nous avons une adresse mail dédiée sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et donc, voilà, on y répondra par la suite. Vous avez compris que c'est un peu du cas par cas, en tout cas étudié en fonction de la compatibilité et puis de l'intérêt par rapport à la mission de service public de la DIRM-NAMO. Mais donc, voilà, encore une fois, une opportunité unique
Et donc, vous rappelez également les éléments de calendrier. Le dossier est téléchargeable sur le site du pôle maire. Et donc, l'admission ou l'acceptation des dossiers sera possible jusqu'au 14 novembre. Donc, ça vous laisse un peu de temps pour en discuter en interne, mais on peut aussi, si vous le souhaitez, au titre du pôle maire, eh bien, si vous identifiez peut-être des acteurs potentiels vers lesquels vous pourriez vous rapprocher, on peut faciliter ces mises en relation avec d'autres structures. Voilà, je ne sais pas si Claire, Jean-François, Eric, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour Jean-François. Nous, on peut juste rappeler qu'on est très content du partenariat et de l'esprit constructif dans lequel le partenariat se fait et continue à se faire. Et voilà, et on remercie encore une fois toutes les équipes de la Dynamo et les subdivisions des phares et balises. Merci. Et alors, en rebond, en fait, je peux rajouter que ce type de partenariat, que ce soit avec le NV, mais aussi avec d'autres acteurs qui peuvent être extrêmement variés, hein. Il y a eu une petite vidéo de présentation, on a évoqué des sujets un peu plus différents. NV, effectivement, compter les chauves-souris, mesurer l'impact des vagues sur les phares. On a aussi on travaille avec des labos sur le développement du fouling sur des objets en mer. On peut imaginer des trucs de mesure du bruit, ça a été fait aussi avec, je ne sais plus si c'est le pôle mer était dedans, mais c'est une entreprise du coin aussi. Enfin, il y a vraiment ces types de partenariats, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement riche. L'idée de partager ces objets, c'est une vieille idée. Et on s'aperçoit qu'en fait, le développement des activités en mer nécessite de plus en plus de la connaissance de ce milieu et que finalement, il y a l'utilisation des navires en opportunité qui est une solution, et puis l'utilisation de tous ces bidules qui sont déjà en mer et sur le littoral et qui permettent de pas poser des choses différentes. Et allez-y, on est preneur de toutes les nouvelles idées. Et j'espère qu'on va avoir un succès fou et qu'on sera obligé d'en refuser plein. Merci à toutes et à tous, et merci à la DIRM de permettre cet usage partagé. Et donc, voilà, à votre disposition pour toute question ultérieure, que ce soit en pratique sur des points de l'AMI ou plus généralement pour les usages qui pourraient en être faits. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.